C'est bon? Voilà. Voilà, bonjour. Donc, je me présente, même si beaucoup me connaissent. Donc, Philippe Perardel, donc depuis 19 ans à Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Donc, je suis colistier de la liste Saint-Germain écologique et solidaire, donc qui a été élu le 15 mars et qui va bientôt arriver à la mairie entre le 25 et 28 mai. Donc, on a souhaité faire du lien avec les Saint-Germinoises et les Saint-Germinois avec des conférences débats d'environ 60 minutes. Donc, cette conférence est normalement la dernière de notre cycle. On verra si on en fait d'autres à la demande des participants. Et le thème abordé aujourd'hui est donc les châteaux, donc surtout le château fort de Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Alors voilà. Donc on va commencer. Alors je vais partager comme les autres fois les documents. Voilà. Pof, toc. Voilà. Donc là, c'est une vue, une vieille carte postale. On l'avait vue dans d'autres conférences, mais bon, c'est pour lancer. Donc, notre petite conférence, on va être sur, on va regarder 4 points. On va parler des châteaux médiévaux aux alentours de Saint-Germain-au-Mont-d'Or. On va parler du château fort de Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Après, on va donc forcément parler de ce qui reste, la plus grande, il reste la muraille, mais surtout de son donjon ou ce qu'on appelle aussi tour médiévale. On parlera aussi de l'église, qui a aussi son rôle dans ce château. Alors, les châteaux médiévaux aux alentours de Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Alors, au début, les châteaux forts, là, on est avec des ruines de châteaux forts, mais il n'a pas tout le temps été non plus en pierre. À un moment donné, c'était du bois. Hein. Après, ça a été une combinaison de bois et de pierre. Et c'est vrai que la pierre étant plus résistante, elle a rapidement remplacé le bois. Donc au début, les châteaux étaient toujours sur des promontoires, hein, sur des mottes naturelles ou artificielles. Donc, sans avoir réellement de traces, il semblerait, suivant la légende urbaine, qu'à la place du château, il y avait un camp romain, et c'est vrai que le promontoire permettait d'avoir une vue sur la vallée de la Saône, et donc il y avait peut-être forcément, mais bon, aujourd'hui on n'a pas de traces historiques, si ce n'est que par la mémoire locale. Donc les tours, elles étaient de forme quadrangulaire, donc avec une enceinte circulaire. Et en fait, les premiers donjons ils gardèrent cette forme rectangulaire des donjons en bois. Voilà. Donc en fait, c'est le donjon en bois qui était carré. Et du coup, quand on est passé au bois, ils sont restés carrés, hein, de forme rectangulaire. Mais c'est vrai qu'avec les pierres, on aurait pu faire, et il y a des châteaux avec des tours circulaires aussi, mais au niveau du donjon, c'est surtout le fait qu'il avait été en bois à un moment donné. Donc, des châteaux médiévaux, en fait, quand on regarde tout autour de la Saône, il y en a beaucoup. Alors, certains, bien sûr, sont plus médiévaux parce qu'ils ont subi des modifications, mais vous en aviez un donc à Albigny, à Saint-Germain, bien sûr, à Couzon, à Rochetaillé, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. La plupart du temps, donc, situés sur des hauteurs de la Saône. Et c'est surtout, puisque la Saône était la frontière de l'Est, la frontière Est du Lyonnais. Donc, on avait une ligne de défense entre Lyon et Anse, et cette ligne de défense, elle était faite par 3 châteaux, le château de Saint-Germain, le château d'Albigny et le château de Saint-Cyr. Donc, c'est des châteaux qui datent de la moitié du XIIe siècle et qui ont été construits suite à on va dire un relationnel particulier entre l'archevêché de Lyon, hein, et le comte de Forez. Le comte de Forez était quelqu'un d'ambitieux, hein, et j'aimais peut-être pas trop non plus l'archevêque de Lyon. Donc du coup, à un moment donné, il a été tenté d'aller ravir le titre de comte de Lyon, qui était porté par l'archevêque. Voilà. Et donc, en 1158,
l'archevêque, alors là, je lis, donc, Héracle de Montboissier ou Héraclus de Montboissier, est battu donc à Iseron par Guy II, comte de Forez, qui donc, 4 ans plus tard, occupe Lyon. Donc c'est quand même, c'est pas la carte des 100 ans, mais ça se fait pas non plus en 6 mois. Voilà. Donc en fait, ces châteaux que l'on connaît, alors Albini, bon alors le nôtre il est tout le temps ouvert aux journées européennes du patrimoine, hein, il a même des fois d'autres occasions. Celui d'Albini, c'est un château privé. Mais l'année dernière, occasionnellement, pour les journées européennes du patrimoine, il a été ouvert. Donc c'est pas systématique, mais je vous le conseille aussi. Après, c'est une autre approche, bien sûr, par rapport à Saint-Germain, mais ça vaut le coup aussi de le visiter. Voilà. Après, il y en avait un autre à Couzon, donc lui, il a disparu. Et puis, bah, celui de Rochetaillé, vous le connaissez, hein, il a été aussi très restauré et on peut considérer que c'est plus du tout un château médiéval. Alors, on va passer donc, je vais vous passer un petit peu des cartes postales. Donc celle-là, assez connue. Donc là, c'est une carte postale sous forme d'une photo. Donc on voit bien la situation de cette tour et surtout en du tour de la tour, tout ce qu'on arrive à voir, hein, puisque pour, bon, de toute façon, la plupart de vous avez déjà été faire un tour en haut de la tour, hein. On a une vue sur la Dombre, on a une vue sur la Saône Beaujolais, sur l'ouest lyonnais, ou un peu moins vers le sud, puisqu'il y a le massif du Mont d'Or derrière, et puis après sur la Saône, on voit qu'à un moment donné, on est quand même bloqué par, pareil, le massif du Mont d'Or. Après donc cette photo, là, on l'avait vu aussi la fois dernière, donc carte postale, je m'étends pas trop. Voilà, celle-là, elle est assez belle, hein. Alors pour la famille Montgilardi, hein, vous verrez bien que votre lotissement du manoir, il y avait beaucoup de vergers à la place, hein, donc il devait y avoir du verger. Et puis là, je pense que ça devait être des vignes aussi un petit peu plus bas. Donc vraiment Ça m'étonne pas, hein. Une bonne situation. C'est une information intéressante. Voilà. Après, celle-là, c'est à peu près la même que tout à l'heure. Voilà. Donc là, une place. Alors la place, oui, tiens, ça c'est. Donc ça, c'est la place de l'église. Et en fait, au fond, c'est l'ancienne mairie, hein, qui a été transformée par l'OPAC. D'ailleurs, je crois qu'on voit le mot mairie si je zoome. Bien sûr, il a changé. Je me demande si ici on voit pas le mot mairie. Voilà. Donc voilà l'ancienne mairie, hein, et pour ceux qui n'étaient pas là, dernièrement, l'OPAC a ponctuellement prêté le bâtiment à donc une série de France 3 sur, j'ai perdu le nom, avec Victor Lanoux, là, sur le brocanteur, là, mais je me rappelle plus de son nom. Et donc, voilà, Louis la Brocante, merci. Et donc, pendant une journée, on a remis le mot mairie et des drapeaux au-dessus de la porte. Voilà. Alors là, après, voilà, c'est pareil. Là, donc, on voit bien les vignes. Hein, donc, aujourd'hui, remplacées par une maison. Donc, et quand on regarde, hein, parce qu'en plus, la carte postale a quand même pas encore 100 ans, mais pas loin. On voit quand même que on a réussi à conserver la ceinture, la muraille de notre château, parce que par rapport, si on vous y allez cet après-midi, vous verrez qu'elle a pas beaucoup changé, il n'y a pas eu trop d'érosion, donc voilà. Donc ça, c'est la vue de derrière, donc avec le presbytère, hein. Et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est la partie arrière de l'église qui est en fait la chapelle, qui est le cœur maintenant de l'église, mais qui est la chapelle et qui, elle, était vraiment à l'intérieur du château. Voilà. Après une vision là un peu mieux, pareil, où on voit bien qu'il n'y avait rien à la place du lotissement du manoir. Je vais revenir vers vous.
Alors, voilà, me revoilà. Donc là, maintenant, je voulais vous parler un peu plus précisément de notre château fort médiéval de Saint-Germain-en-Mont-d'Or. Hein. Alors, on avait parlé, à un moment donné, quand on parlait de la place Julie-Ampère, la place de la Bascule, de cet éloignement du château par rapport au Vieux-Bourg et de cette nécessité de créer la place Julie-Ampère. Eh bien, on peut dire aussi à l'origine que le Vieux-Bourg, le vieux village de Saint-Germain, il n'était pas forcément là où est le Vieux-Bourg. Il était en fait fondé à côté de Saint-Hilaire, hein, ce qu'on appelait la paroisse primitive de Saint-Hilaire. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une légende qui reste. Hein, tout a été détruit et tout, bien sûr, a été transféré après au Vieux-Bourg. Donc déjà, c'était un château qui était éloigné de Saint-Hilaire. Et puis après, bon bah avec l'église, avec tout ce qui s'est, donc ça c'est venu toute l'urbanisation, si on peut appeler ça d'urbanisation à l'époque, est venue se mettre autour de ce château. Alors à l'origine, il faut de l'argent pour financer un château, hein, et donc c'était une donation du roi de Bourgogne à l'archevêque de Lyon, donc c'était en 895, hein, qui permet de commencer à construire ce château pour une fin de construction. Alors ça a été par étapes, hein, c'est pas de 895 jusqu'au XIIe siècle, mais c'est à peu près au milieu du XIIe siècle que Aymon de Pizé, qui a contribué fortement à ériger ce château, et auquel on doit les fossés, le mur d'enceinte, etc. Puisque autour de ce mur d'enceinte, il y avait en plus un fossé pour empêcher l'ennemi de passer. Voilà. Il y avait des tours aussi, donc là aujourd'hui on n'en a plus qu'une, qui avait été soi-disant construite par un dénommé Dalmas Morel. Alors, ce château, en fait, il est un des rares donjons du Lyonnais où le caractère fonctionnel n'a eu aucun compromis. C'est-à-dire que c'est vraiment du carré et le but étant de faire de la défense. Alors, je vais essayer de vous montrer une photo. Voilà, je vais vous aller partager. Je reviens partager. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Je vais agrandir. Hein. C'est un peu pour expliquer. Alors ça, c'est Carcassonne, mais c'est un peu pour expliquer. Quand on dit qu'il n'y a aucun compromis, c'est-à-dire que la tour, elle servait pas, le donjon, il servait pas à comment dire, à avoir les logements du châtelain, hein, les réserves de. Non, non, c'était vraiment, on était sur la défense, hein, sur la fortification de site, hein, en complément des remparts, et on mettait à travers les murailles des pièces en bois qui, à l'intérieur, permettaient de faire des coursives et à l'extérieur du mur, d'avoir des espèces de balcons pour pouvoir tirer sur l'ennemi. Et si vous vous rappelez bien, lors de notre visite de la tour, à peu près tous les 3-4 mètres, vous avez des trous, d'ailleurs, qui nous contraignent à les boucher, puisque sinon les pigeons rentrent dans la tour. Et en fait, c'était ces trous-là qui servaient à à faire passer ces poutres sur lesquelles, de chaque côté, on mettait des éléments. Voilà. Donc ça s'appelle des franquitures de clés. Alors voilà, je vous lis carrément le mot. Donc voilà, c'est surtout ça. Hein. C'est donc une étroite galerie sur laquelle se tenaient des ormes chargés de la défense, et puis également une partie intérieure qui était plus le cheminement. Il n'y avait pas d'escalier. Hein. C'était des échelles en bois entre chaque niveau. Hein. Il n'y avait absolument pas d'escalier. Bon, alors ce château, il n'a pas eu trop de chance, parce qu'en fait, chaque fois qu'il a été menacé, eh ben, ceux qui étaient dedans, ils ont perdu. Voilà. Donc, malgré ses fossés, malgré sa muraille, malgré sa tour, souvent, il a été, en fait, les assaillants s'en sont rendus maîtres. Après, je pense que les assaillants, ils étaient souvent plus nombreux que les gens qui étaient dedans. Voilà.
Alors c'est surtout en 1364 les Tarvenus, hein, donc des mercenaires qui avaient été donc recrutés pour la guerre de Cent Ans. Alors eux, c'est pareil, ils sont venus, ils avaient dévasté tout ce qui était Champagne, Brest, Beaujolais, et puis ils sont descendus sur Lyon. Et puis en 1364, ils ont pris la place forte de Anse, et puis après ils se sont établis sur la Saône, et puis ils sont venus voir à Saint-Germain ce qui s'y passait, et ils ont conquis ce château. Il y a eu, alors, tout en ayant subi des attaques, il y a donc eu des travaux nécessaires de réparation. Hein. En 1473, il n'y avait plus de toiture, hein, donc c'est ça qu'il faut voir hein, sur notre tour, hein, il y avait une toiture en bois. C'est pour ça que quand vous allez à Albigny, vous voyez un peu comment c'était, puisqu'en fait, celui d'Albigny a été couvert. En dur, mais a été couvert. Donc voilà. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que le haut était couvert. Hein. Un peu, quand vous regardez depuis la tour, la maison du notaire, là où il y avait le gîte avant d'autres, ils ont une petite tour sur le côté avec en haut une espèce de terrasse couverte. Ça devait ressembler beaucoup à ça. Donc en 1473, donc le donjon n'avait plus de toiture. En 81, donc il y a le chanoine Antoine d'Ars, donc qui entreprend les travaux. Voilà, mais en final, au bout d'un moment donné, ça coûtait trop cher et ils ont décidé d'abandonner le statut entre guillemets de château et au fil des temps, sa situation s'est dégradée. Voilà. Et puis dès que, à un moment donné, il y a quand même, on a quand même déterminé que bon, son efficacité militaire, elle avait été cessée d'être effective et donc on a considéré qu'il ne remplissait plus ses fonctions administratives telles qu'étaient prévues dans un château. Hein, et donc, du coup, à partir de là, ça a commencé à péricliter. Il y a encore eu quelques réparations en 1555. Il y a eu un incendie en 1557. Et puis, bon, voilà. Donc, à un moment donné, il n'y avait plus de sous. Et quand il n'y a plus de sous, quand l'État ou le royaume n'a plus de sous, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle au secours, et quand il appelle au secours, c'est qui? C'est nous. Donc, c'était les Saint-Germinois de l'époque. Hein. Et donc, ils ont contribué à essayer de conserver leur château et ils ont pris en charge l'entretien du château. Voilà. Mais ça a duré quand même presque 70 ans. Et puis, en 1673, ils ont dit non, c'est bon, ça nous coûte de l'argent, donc... et puis on voit rien, donc du coup là il y a eu vraiment un choix d'arrêter tout son entretien en termes de château et on a commencé à remblayer les fossés. Hein. Aujourd'hui il n'y a plus de fossés, hein. Tout est rempli. Hein. Donc en 1706 on a encore des preuves qu'ils existaient ces fossés, mais après ils ont été remblayés. Et il y a eu, ils ont été ensemencés, et puis on y verra la vigne, puisque sur la carte postale que je vous ai montrée, c'est pour ça que je vous l'ai montré, c'est là où il y avait la vigne et là où il y a une maison aujourd'hui, c'est bien ces fossés qui ont été remblayés. Alors le château, le donjon, il y avait aussi d'autres bâtiments hein, qui étaient dans ce château. Et qui ont été bien sûr remaniés au fur et à mesure des ans, hein, surtout à partir du XVIIe siècle. Une partie des remparts, en fait, qui risquaient d'être en ruine, donc ils ont décidé de les démolir. Au passage, je pense qu'ils ont dû se servir aussi des pierres pour faire des maisons tout autour. Voilà. Et puis il y a aussi quand on a comblé les fossés, on a récupéré de la surface plane et donc ça a permis aussi l'extension de l'église. Voilà. Donc à partir d'un moment donné, le donjon était inutile et il a été abandonné. Voilà. Alors ce qu'il faut voir, c'est cette église. Non, excusez-moi, c'est la tour. Voilà. Donc le donjon, il a été abandonné, mais il a été abandonné et malgré tout, après il a été pris en charge par la commune. Il a quand même bien passé
les années pour arriver jusque nous en 2020, puisque aujourd'hui, bon alors déjà il est dans le patrimoine de Saint-Germain, mais il est dans le patrimoine aussi de la métropole, puisqu'il est monument historique. Bon, l'ensemble château et murailles et donjon. Il est constitué, donc il mesure 19,50 m. Il y a un premier étage qui est éclairé par 2 fenêtres, un deuxième étage également 2 fenêtres. Bon, alors vous me direz, il n'y a pas de fenêtres. Bah oui, parce qu'entre-temps, elles ont été bouchées. Et le troisième étage était sans fenêtres. On n'y arrivait pas par le rez-de-chaussée. La petite porte par laquelle on entre aujourd'hui dans le donjon, dans la tour médiévale, c'était une petite porte qui était dans un bâtiment et qui a été détruit depuis. En fait, on y accédait au niveau du premier étage, et vous prendrez attention, la prochaine fois que vous irez, vous verrez, il y a une porte. Alors on voit la porte, alors bien sûr elle a été murée par des pierres, mais on arrive quand même à avoir la forme, et en fait il y avait une espèce de pont-levis qui arrivait à peu près au premier étage et qui permettait d'y rentrer. Voilà. Alors, oui, je répète, le rôle du donjon, c'était pas d'abriter un seigneur et sa famille, c'était un point d'appui militaire et surtout un symbole omniprésence de la puissance de l'Église de Lyon. Voilà. Et certains, je ne sais plus où c'est, dans quel document de Saint-Germain, c'était marqué, le donjon est le témoin pétrifié du pouvoir financier, politique et administratif des chanoines comtes. Voilà. Il est... Ah oui, ça devait être sur l'ancien panneau, quand on a refait le panneau de Saint-Germain, avant Monsieur Dufaux, qui était adjoint à l'urbanisme, il avait fait réaliser un panneau de mémoire, du coup, c'est là-dessus que j'avais retiré les éléments, et il y avait même un endroit, c'était marqué que le donjon était le symbole omniprésent de la puissance de l'église de Lyon. Alors, au passage, je vous partage donc le panneau patrimonial du château et de la tour. Donc, il diffère en taille par rapport à ceux qu'on a, pardon, excusez-moi, à ceux sur lesquels on s'est appuyé pour faire les 3 autres conférences. C'est un grand. Donc, en fait, il fait la taille 2 fois la taille de ceux qu'on vous a présentés. Donc, il y a une partie liée au donjon et la tour. En fait, c'est voilà le château fort. Voilà, donc en plus il se détériore pas beaucoup ce panneau-là parce qu'en fait il est à l'abri sur la petite salle de réunion qui est attenante, qui d'ailleurs était certainement le logis à un moment donné du châtelain. Voilà. Et donc il y a l'escalier qui monte, donc ce qui fait qu'il est bien encore resté bien lisible. Voilà pour le donjon, la tour médiévale. De la même manière, je vais... Ouais, j'ai 2-3 cartes postales. Alors les cartes postales, c'est que quand... souvent elles se ressemblent. Mais je voulais vous les montrer quand même. Donc celle-là, elle est connue, mais on voit pas on voit l'ancien, on voit l'autre château, pas celui-là. Voilà, celle-là est assez connue. On l'avait regardé aussi lors d'une autre conférence. Là, c'était l'intérêt, c'est d'avoir les 2 châteaux, voilà, avec des styles complètement différents. En fait, l'église, elle est plus adaptée au château de la Combe. Voilà, donc là, c'est celle-là où on voit vraiment que tout autour du bourg, on avait une activité agricole qui était importante et on voit bien que même derrière le château, c'était... Là, on le désigne, on le voit moins, mais il est là. C'est la qualité de la carte postale. Celui-là est toujours aussi intéressant de voir ce dénivelé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la rue du 8 mai, non, la rue de la Résistance, excusez-moi, elle n'existait pas à un moment donné. La rue principale, elle était bien par là.
elle passait au pied comment dire, du château. Donc, je peux peut-être partager avec vous. Je l'ai préparé, il faut que je trouve. Voilà, on va aller voir. Où est-ce qu'il est? Voilà. Je partage avec vous donc une. Donc là, c'est les photos aériennes. Donc il y a la photo aérienne à gauche d'aujourd'hui et celle de 1950. Donc déjà en 1950, hein, la rue de la Résistance existait, hein, d'accord. Mais à un moment donné, il faut bien voir que l'avenue des Spahis, la rue de la Résistance n'existait pas. Donc c'était le chemin des. Excuse-moi de te couper. Personnellement, je ne vois rien du tout. Ah, alors je vais faire un zoom. Merci. Oui, parce qu'en plus, comme ça sera. Voilà. Je vais dézoomer. Voilà. Donc je vais, puisqu'on était dans le XIIe et XIVe siècle, je vais essayer un peu de vous situer comment on accédait au château, hein. Donc bien sûr la gare n'existait pas, Spahis non plus. Donc il y avait le chemin des Carriers, hein, qui aujourd'hui passe derrière le lotissement de la Mandillonne, hein. Vous voyez bien là? Oui. Voilà. Et donc après, il empruntait il empruntait ce tracé-là, donc il passait devant le château de la Combe, hein. Donc le château de la Combe est venu s'installer sur ce chemin des Carriers et il débouchait juste ici au niveau. Alors je vais zoomer. Voilà. Escalier. Il débouchait ici. Là, c'est le portail qui est fermé qui mène au château de la Combe. Et il débouchait ici. Et vous voyez, on est juste à côté du château et de la tour. Voilà. Et après, bien sûr, il partait, quand le vieux bourg a été construit, il partait par là. Donc, c'était un peu comme ça qu'on accédait. Alors, je peux pas vous dire jusque quand. Je sais pas à quel moment. Je pense que ce tracé a dû être supprimé au moment où le château de la Combe s'est construit. Donc, après, nous avons notre église, hein. Donc, l'église est ici, hein. Donc, on voit bien la chapelle, le chœur, hein, et après l'extension qui a été faite devant, et certainement avec des pierres, des ruines de la muraille, hein, puisque bon, la muraille devait être à peu près comme ça, hein, je pense, hein. Voilà. Voilà. Et donc la chapelle, elle constitue donc le chœur et l'abside, l'abside, oui, de l'église actuelle. L'église telle qu'elle est, elle date du 19e siècle, hein. C'est dans le chœur que tout se passe. Il y a une voûte, hein. Dans la voûte du chœur, vous avez un écusson qui porte les armes de France. Et vous avez pourquoi? Pas parce qu'en fait, il y avait une réfection de l'église sous Charles de Bourbon, et donc l'écusson a été mis à ce moment-là pour montrer en fait le donateur de ce document. Il y a quelque chose d'assez particulier dans cette église moderne, c'est qu'en 1919, il y a eu un accident important où tous les vitraux originels ont été détruits. Et en fait, ça fait suite à une explosion sur le site, l'usine de produits chimiques de Genêt, hein. Donc, on ne parlait pas de risque de Céveso à l'époque, en 1919. C'en était un, hein, puisqu'en plus, en 1919, si vous allez un peu voir des conférences ou aller voir des expositions à Neuville et à Genêt, surtout à Neuville, il y a eu beaucoup de morts suite à cette explosion. Voilà. Donc le risque Céveso, aujourd'hui, il paraît loin de nous parce qu'il n'y a rien, hein. C'est un peu comme le Covid-19, hein, tant que ça n'arrive pas. Mais en tout cas, l'impact avait été jusque l'église de Saint-Germain où les vitraux originels avaient été détruits. Alors après, je vais revenir sur le partage.
Je vais... Où est-ce qu'elles sont? Ah non, je vous les ai montrées. Voilà, non. Voilà. Vincent, tu peux arrêter la